Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 4 novembre 2018. Comme tous les dimanches, nous recevons un invité sur ce plateau. Aujourd'hui, il s'agit du docteur Souley Agi. Le docteur Souley Agi est sociopolitologue, enseignant, chercheur à l'université Abdou-Moumouni Diofo de Niamey. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Nous allons parler avec vous de la situation politique de notre pays marquée, comme vous le savez, par la suspension de la participation des représentants de l'opposition au sein du comité ad hoc mis en place pour réviser certaines dispositions du code électoral. Les représentants de l'opposition ont donc suspendu leur participation pour une série de raisons. Nous allons revenir sur cela pour voir si possiblement il y a des conséquences à cette suspension. Ce sera donc dans quelques instants. Nous débutons par ces épreuves que la presse nigérienne subit depuis quelques semaines avec la perte de plusieurs de ses agents. En effet, le dernier en date est M. Mohamed Madou. Il est journaliste, cadre de l'ERTN à la retraite. Il est décédé hier soir à Agadez des suites d'une maladie. Avant lui, il y avait la commerciale de la radio et télévision Saraounia, Jamila Souley, dite Céline, qui s'est également éteinte. Il y avait aussi plusieurs autres, notamment Mariama Keita, la doyenne de la presse féminine nigérienne, qui s'est éteinte le 29 octobre dernier en Turquie. Son corps a été rapatrié hier soir au niveau de l'aéroport de Niamey avant la levée du corps ce matin à la morgue de l'hôpital national de Niamey en présence de plusieurs autorités. Cela a été suivi par son enterrement au cimetière musulman de Niamey où ses parents, amis et connaissances ainsi que ses collègues de travail l'ont accompagné à sa dernière demeure. Il y avait pour la télévision Labari Sadou Doumi et Maman Nassirou Dantofu. C'est en présence des autorités, parents, amis, anciens élèves et étudiants qu'a eu lieu ce dimanche 4 novembre la levée du corps suivie de l'enterrement de celle qui fut appelée majestueusement la doyenne de la presse nigérienne, Mariama Keita, rappelée à Dieu le 29 octobre dernier en Turquie. Âgée de 72 ans, Mariama Keita a été l'une des premières femmes journalistes du Niger, dont beaucoup de personnes gardent encore des souvenirs. Mariama Keita est une grande figure de la presse nigérienne. Pour moi d'ailleurs, c'est un maître. Elle m'a appris beaucoup de ficelles du métier. Et je vous fais la révélation que jusqu'à présent, avant qu'elle ne soit terrassée par la maladie, Mariama Keita m'appelait quand je faisais mes prestations pour me dire « Maman, j'entends ta respiration ». C'était pour dire... C'est pas pour montrer qu'elle connaît mieux que moi ou autre, c'était pour dire que c'est quelqu'un qui était très attaché à ce métier. Elle était méticuleuse et même tatillonne. Parce que dans le métier qui est le nôtre, ce que les gens ne connaissent pas, il ne suffit pas seulement de savoir écrire et parler. Il y a l'intonation, l'articulation, la diction. Tout ça, ça fait partie de ceux qui font la radio et de la télévision. C'est une très grande femme qui est très attachée à son métier et c'est aussi une mère parce que nous autres, jusqu'à présent, quand elle nous appelle pour nous faire des observations, c'est vraiment dire que c'est une grande femme qui est attachée à son métier. Je connais très bien Mariama Keita. C'est une professionnelle de la radio et de la télévision. Vraiment, c'était une dame extraordinaire, une dame pleine de qualité, pleine de dignité et très professionnelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Mariama Keita. Excusez-moi, je suis très ému parce que je la connaissais très très bien. La dernière fois, je l'ai vue à l'hôpital. On a parlé du souvenir de la radio. Moi, il y a longtemps, j'ai quitté la radio depuis 1973. Et je suis resté en France 40 ans, mais malgré tout ça, on était en contact. Quand elle venait à Paris, on se voyait régulièrement. Et puis voilà, on a gardé les contacts. Et comme les souvenirs, il ne reste que ça. Mariama Keita est partie. Dieu en a décidé ainsi. Prions tout simplement pour que l'âme de la défunte repose en paix. Amen. Voilà donc paix à l'âme de la disparue ainsi qu'à celle de tous ceux qui nous ont précédés. Les réactions ont débuté après le retrait, la suspension plutôt, de la participation des représentants de l'opposition politique au sein du comité mis en place par le CNDP pour réviser certaines dispositions du code électoral. Nous avons enregistré ce matin celle du Parti pour la justice et le développement, le PJD Hakika de Maman Moumouni Hamissou. Je vous propose de suivre sa réaction dans ce résumé de Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni.
Je le disais donc que les réactions ont commencé après la suspension de la participation des représentants de l'opposition politique nigérienne au sein du comité mis en place par le Conseil national du dialogue politique pour réviser certaines dispositions du code électoral. Les réactions ont donc commencé. Nous avons enregistré ce matin celle du Parti pour la justice et le développement, le PJD Hakika de Maman Moumouni Hamissou. Le résumé de cette réaction dans ce élément signé Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. L'échec de ce comité au vu des informations données sur le président du PJD Hakika a d'emblée conclu à un échec de ce comité au vu des informations données sur le déroulement de ses activités par les représentants de l'opposition qui ont suspendu leur participation. Ce travail qui a été engagé par ce comité, nous étions déjà convaincus que les uns et les autres se battaient tout simplement pour être représentatifs au niveau de la CENI. Ils n'avaient aucune préoccupation réelle d'avoir un code électoral consensuel. La preuve, ils l'ont démontré en allant proposer, en élargissant le nombre de la composition. Le comité a échoué. Donc nous sommes en train d'aller vers une impasse totale. Sur la question de l'article 8, un des points qui a justifié la décision des représentants de l'opposition, Mohamed estime que l'option de la majorité était bonne, à savoir renvoyer la question au CNDP. Les autres ont dit cette question est hautement politique. Nous ne pouvons pas la trancher. Nous préférons renvoyer cette question-là au CNDP, afin que le CNDP statue. Ils auraient dû accepter cette proposition-là et qu'on arrive au CNDP voir le comportement des uns et des autres. Parce que dans tous les cas, cette question-là, il faut que la classe politique la tranche. Parce que on ne peut pas faire une loi à cause d'un individu. Une loi doit être impersonnelle. Elle ne doit pas viser un individu. Et on ne peut pas aussi arranger une loi à cause d'un individu. La prochaine réunion du CNDP sera déterminante dans la lutte pour les élections crédibles en 2021, estime Maman Hamissou. Lorsque nous allons constater à la prochaine convocation du CNDP et que les choses n'évolueront pas, le PJD Hakika décidera de prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Nous allons nous jeter dans la bataille et elle sera rude. Nous allons engager un véritable combat, que les choses soient très claires. Nous allons poser, parce qu'en ce moment, un problème d'élection se posera. D'élection libre, inclusive, démocratique se posera. Le PJD Hakika n'est pas un membre de la mouvance présidentielle, mais soutient le président de la République, Issoufou Mahamadou, dont il est conseiller. Revenons à présent sur la séance plénière d'hier à l'Assemblée nationale. Elle avait consisté en l'interpellation de plusieurs membres du gouvernement par les députés sur des questions d'actualité. Une question actuelle, c'est celle de l'insécurité dans la région de Tillabéri. Pour cela, un député a interpellé le ministre de l'Intérieur. Le résumé de cette séance plénière d'hier, particulièrement sur l'interpellation du ministre de l'Intérieur sur la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, dans ce résumé de Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Inviter les membres du gouvernement à répondre aux questions d'actualité, c'est devenu une tradition pour les parlementaires. C'est dans ce cadre que les députés ont convié les ministres afin de leur donner des éclaircissements sur plusieurs sujets saillants, dont entre autres l'insécurité résiduelle qui prévaut dans la région de Tillabéri, situation à laquelle les autorités disent y remédier. Du côté de Torodi, un peu à droite, c'est pas vers Makolondi, mais c'est au nord-ouest de Makolondi. Là également, nos forces sont engagées dans une opération, ont investi la forêt de Ferrou et il reste la grande forêt de Kedjelbeli qu'ils vont investir aussi. Depuis que nous avons commencé, là également ça a cessé, les agissements ont cessé, les bandits sont en train de se chercher, mais comme c'est un combat asymétrique, vous le voyez, des gens en moto, dans des paysages très boisés. Je ne sais pas si vous connaissez la frontière avec le Burkina, c'est très très boisé. Ce n'est pas évident que nous ayons des solutions définitives immédiates. Mais la situation va s'améliorer considérablement à cause des moyens que nous avons investis. Donc je voudrais rassurer les populations
Les instructions du président de la République sont très claires et elles sont suivies des faits parce que les états-majors tactiques que nous avons spécifiquement pour Torodi et l'opération Dongo pour ce qui concerne le nord, qui intègre la région de Lanzurou, sont à pied d'œuvre et avec des résultats conséquents déjà et une amélioration subséquente de la situation. S'agissant du circulaire de la douane, Tamboudé, par les opérateurs économiques, le ministre des Finances répond. Ce n'est pas une disposition nouvelle relative au bureau de dédouanement. On dédouane au bureau d'écoulement des produits. Quand on importe des marchandises, on annonce que c'est pour telle région ou telle région. C'est pour ça que nous avons des bureaux de douane un peu partout dans le pays. Mais on ne peut pas choisir soi-même son bureau de douane, dire qu'on importe pour Maradi et on vient dédouaner à Niamey, ensuite on continue. Ça, c'est une source importante de fraude. Et nous avons pris une circulaire, ça fait plus d'1 an, qui réactualise ce principe-là. On dédouane des produits pour la région d'écoulement. C'est un principe général et c'est comme ça. Ça, c'est la loi. Depuis longtemps, ça a toujours existé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Associé ou pas, la loi est votée par l'Assemblée nationale. L'administration des douanes prend des circulaires. Chacun a ses responsabilités. De toute façon, ils le savent. Ce n'est pas une question nouvelle. Cet exercice instauré chaque samedi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale entre dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. La situation des primes de match des joueurs du MENA a été aussi évoquée au cours de cette plénière. Nous en venons donc à notre invité de chaque dimanche. Aujourd'hui, comme je l'annonçais, nous recevons Dr Souley Agi, sociopolitologue, enseignant, chercheur à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Docteur, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté donc l'invitation de la télévision Labari pour parler de ce sujet d'actualité politique, à savoir la décision prise par les 4 représentants de l'opposition au sein du comité mis en place en début du mois d'octobre dernier, donc par le comité. Le CNDP donc pour réviser un certain nombre de dispositions du code électoral. Alors, on les a vus à la télévision, à travers les médias, avancer un certain nombre de raisons pour justifier la suspension. Ils disent bien de leur participation à ce comité. Vous avez sans doute suivi, il s'agit principalement, disent-ils, de 4 points. La question que beaucoup se posent, est-ce que ce retrait va avoir une conséquence directe sur la situation politique de notre pays, parce qu'il y avait quand même eu un petit espoir quand les partis politiques se sont retrouvés au sein du CNDP et que finalement cette question de la révision du code électoral a été mise sur la table. Est-ce que ça va influer sur la suite des événements? Bon, pour l'instant, nous en sommes qu'à une suspension. Ce n'est pas un retrait définitif. Dieu merci. Donc, il y a encore beaucoup d'espoir, beaucoup de chances que le dialogue reprenne de nouveau donc, au CNDP et que chacun, maintenant, de son côté, puisse analyser la situation, puisse mettre des réserves et pouvoir maintenant apporter des propositions ou des solutions innovatrices, nouvelles. C'est vrai qu'effectivement c'est inquiétant, mais je pense que le fait qu'il n'y a pas de politique de la chaise vide dans les élections, en tout cas au Niger depuis quelque temps, donc il y a des chances que l'opposition politique puisse se rapprocher donc, du pouvoir pour pouvoir trouver une solution en tout cas convenable, moyenne. Sinon boycotter une élection n'est pas la solution. Je pense qu'il y aura des bonnes voies, en tout cas de bonne volonté, soit nationale, soit internationale ou régionale, qui vont pouvoir s'immiscer pour que les choses s'améliorent. Alors, est-ce que finalement, ce qu'ils ont avancé comme raison pour suspendre leur participation, ces 4 articles, notamment le fameux article 8, est-ce que pour vous, c'est suffisant pour se retirer, puisque ce comité et même le CNDP, ce ne sont pas des institutions formelles, on va dire? Oui, bon... est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est suffisant? Bon, ça dépend. Quoi que les 3 articles majeurs, en tout cas les derniers mois, le 81, le 82, le 112, notamment 145. Ils se sont accordés là-dessus. Voilà, quoi que c'est quand même... Non, il n'y a pas d'accord en tant que tel, parce que quoi le pouvoir ne veut pas qu'il y ait une CENI nécessairement indépendante. Or, je crois que la CENI doit forcément être indépendante, même par définition. Il faut que ça soit comme une sorte d'huissier indépendant, autonome, donc il juge, il tranche. Donc je pense que tant qu'il y a des suspicions sur seulement le nombre de délégués, le nombre de personnes qui composent le bureau de vote, notamment, ou la série elle-même, bien entendu, il ne peut pas avoir un consensus. Parce que tout est question de confiance. Donc tant que l'opposition politique ne croit pas que les gens qui sont nommés dans l'administration, les 3 qui sont nommés dans l'administration, que le premier président et autres soient plus ou moins affichés. Bon voilà, donc ça force les
calcul. Donc pour eux, c'est comme si le pouvoir partait quelques mètres à l'avance dans une course. Donc la prise de l'avance, c'est donc ce qui n'est pas normal. Donc je pense qu'il faut vraiment éviter à ce qu'il y ait cette distorsion pour que trouver une solution consensuelle, pour que la confiance revienne de nouveau. Mais ils disent bien qu'ils ont suspendu, qu'ils ne seront donc pas retirés définitivement. Mais est-ce que ce n'est pas tout comme? Est-ce qu'ils vont, vous pensez qu'ils vont retourner au sein de ce comité, puisque selon les informations, déjà ce lundi, ce comité va remettre les conclusions de ses travaux? Oui, normalement c'est 3 semaines. Là, ils ont pris déjà 4 semaines. Oui, ils ont eu une semaine de rallonge. Pourquoi une rallonge, ce genre. Mais quand la question critique qui fait débat en tout cas, qui aussi révise quelque part les gens dans les choses, c'est l'article 8. L'article 8. Parce que c'est un article où effectivement le pouvoir, enfin la position politique en tout cas numéro 1, donc le Douane en tout cas au Niger, veut que son candidat, en tout cas son président, soit donc éligible en 2021. Ce qu'empêche cet article-là. Voilà. Parce que entre-temps, ça a été modifié pour amener de 3 ans à 1 an. Parce que 1 an, donc un membre de condamné à 1 an, donc il ne peut pas être candidat. Mais je pense que, même si sur cela, le pouvoir a cette opportunité, selon cette velléité, le pouvoir imposer, pouvoir changer les textes. Le pouvoir peut modifier, peut réformer un texte avant les élections. Pas 6 mois avant, mais avant les 6 mois les élections. Oui. Ça, c'est partout comme ça. Le pouvoir veut toujours rester au pouvoir, veut toujours chercher à être toujours au pouvoir. Donc, il y a toujours des réformettes qui sont opérées pour pouvoir trouver les voies et moyens pour que donc leur pouvoir puisse perdurer. En France, quand vous prenez, c'est la même chose. Chaque pouvoir, quand il vient, il modifie quelques textes, quelques réformes sur le code électoral et autres. Prenez seulement la carte électorale. Elle est chaque fois modifiée. Quand le gouvernement vient, elle modifie la carte électorale. Parce que les régions sont divisées ou les communes sont divisées selon les intérêts des partis politiques. Voilà. Donc il y a toujours pas une immixtion des exécutifs dans le découpage électoral. Donc ce qui fait qu'au Niger, c'est pas étonnant, parce qu'ils veulent que quand même leur voix, en tout cas leur pouvoir puisse rester. Donc il faut aussi modifier quelques dispositions juridiques, pas forcément constitutionnelles, comme le code électoral, pour que, n'est-ce pas, on puisse avoir une sorte de pouvoir puisse perdurer. Et d'ailleurs, si vous prenez en Afrique, vous prenez le cas du Sénégal, vous prenez avec le fils Ouad, Karim Ouad, c'est toujours, vous voyez, on veut que ce soit lui qui soit candidat. Pourquoi? Alors qu'il y a d'autres candidats dans le PDS. Voilà, donc il y a toujours cela. Vous prenez encore en RDC, voilà, il y a toujours, vous faut le fils, qu'on appelle déjà, le fils de Kabila. Kabila, pas Kabila, voilà. Donc il y a Tshisekedi. Voilà, donc il y a toujours cette volonté d'héritier politique. Je pense que la démocratie, c'est quand même quelque chose qui est très ouvert. Si un candidat, même si les fondateurs du parti est empêché, un autre peut toujours lui succéder, le remplacer. C'est ça qu'il faut voir. Je pense que ce n'est pas, faut pas donc s'accrocher forcément corps et âme à ce que ça soit Hamamadou. S'il ne peut pas, si la justice, en tout cas, lui empêche, il peut déléguer quelqu'un, en tout cas le parti peut pouvoir choisir quelqu'un pour le remplacer, pour le suppléer. Oui, surtout que Sénégal, ça a eu le cas, là. Oui, exactement. Surtout que l'argument, on va dire, de la majorité et du régime en place, c'est que cet article 8 a toujours existé dans les différents codes électoraux et que, bon, ce n'est pas maintenant que ça touche à Mahamadou qu'il faut revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, oui, c'est que moi, cette volonté de pouvoir, la possibilité de pouvoir modifier l'article 8, qu'il n'est pas à vie, l'article 8, il peut être modifié selon les intérêts du pouvoir. Il peut être modifié, tout comme Hollande a modifié des trucs de Sarkozy, Macron celui de Hollande, ainsi de suite. Donc le pouvoir a cette opportunité de pouvoir modifier. Mais je dis bien, en tout cas au Niger, dans la zone CEDEAO, c'est avant 6 mois. Avant 6 mois, on peut modifier, voilà. Mais après 6 mois, tu ne peux plus modifier. Donc je pense qu'ils ont intérêt, eux-mêmes, le pouvoir, c'est que ça soit quand même 3 ans, enfin 1 an plutôt que 3 ans. 3 ans, ça lâche une marche pour que Mahamadou vienne encore au pouvoir. Donc c'est un jeu politique. Donc c'est quand même des intérêts politiques du parti, en tout cas du pouvoir, qui font qu'ils ont cette opportunité de pouvoir le faire. Or, le pouvoir, c'est pouvoir faire triompher sa volonté, sa propre volonté, sur autrui. Par quelques moyens que ce soit, en cas de moyens légaux. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Pouvoir, à la majorité, si vous voulez, maintenant c'est à lui de pouvoir organiser l'avenir. Donc, il y a malgré tout, il y a quand même des espoirs que les choses reprennent, comme vous le dites. Oui, il y a espoir, parce que l'opposition quand même n'a pas rompu définitivement. Ils ont dit qu'ils suspendent, c'est une bonne chose. Ils ont été sages, c'est une très bonne chose. Maintenant, ils vont pouvoir consulter leur chef, leur base, leur comité, tout ce que vous voulez. Maintenant, pouvoir trouver une solution consensuelle. Est-ce que, exemple, à Lumana, est-ce qu'Amamadou doit être forcément le candidat, ou bien il y a un plan B? Au Sénégal, il y a un plan B au Sénégal. Donc, est-ce qu'il y aura un plan B chez nous, ou bien on va toujours persister? S'il persiste, risque d'avoir pas de candidat pour un parti politique. Et malgré tout, l'élection va avoir lieu sans eux. Or,
un boycott de l'élection n'est pas une bonne chose. Il faut donc que ça soit une élection inclusive. Mais il faut trouver les moyens pour que Mamadou, s'il ne peut pas, en tout cas, tel que pour l'instant, en tout cas, un candidat, il y en a beaucoup de candidats quand même valables. Même à Lumana, je veux dire. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas toujours s'accrocher. Voilà. C'est ça aussi l'ouverture, c'est ça la démocratie, c'est ça aussi l'alternance politique. Quand on dit l'alternance politique, c'est aussi bien au niveau de l'État que des partis politiques, que des associations et autres. Donc si déjà le parti politique ne veut pas faire alternance politique, comment voulez-vous qu'on avance la démocratie? Exactement. Alors donc pour vous, comme on l'a vu à l'instant, le président du PJD Hakika estime que la prochaine réunion du CNDP qui va être convoquée à la suite donc de la remise des conclusions de ce comité, des travaux de ce comité, cette réunion va être déterminante selon lui, puisque apparemment si toutes ces questions ne sont pas solutionnées, on va tendre vers une impasse politique. Est-ce que vous le pensez aussi? Non, je ne pense pas. Je pense que si l'article 8 peut être mis de côté, le pouvoir a tout intérêt à ce que les articles 81, 82, 112, 145 trouvent une solution consensuelle. Parce qu'aller aux élections seules, donc faire des élections solitaires n'est pas la solution. C'est une solution qui sera rejetée, discréditée, régional, national, mondial. Donc je pense qu'eux-mêmes, ils ont intérêt à ce que nous ayons en tout cas une démocratie qui soit inclusive, à ce que les gens vraiment participent. Parce que la démocratie, ce n'est pas une tyrannie. Ce n'est pas la tyrannie de la majorité ou autre. C'est une démocratie qui va pouvoir être inclusive. Donc, inclure donc la minorité, notamment politique, ou ethnique, ou régionale, ce que vous voulez. Mais est-ce que ce n'est pas l'impression aujourd'hui que l'on a, que beaucoup dans l'opinion a justement que ce régime, en tout cas les tenants de ce régime, ne sont pas dans cette disposition pour aller dans ce sens-là? Est-ce que ce n'est pas cette impression qu'on a aujourd'hui? Oui, mais justement le fait qu'ils refusent, c'est que même des articles mineurs, en tout cas, la composition de la CENI soit modifiée, ça c'est quand même grave. C'est quand même une, c'est une supercherie. Parce que si on ne veut pas qu'un candidat devienne candidat encore en 2021 à Mamadou, maintenant au moins les textes quand même principaux où depuis 20 ans on t'accorde là-dessus, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est clair. Pourquoi les modifier sinon? Parce qu'il y a une volonté manifeste maintenant de pouvoir nuire au processus électoral. En tout cas, hier on a entendu le président du principal parti de la majorité, le PNDS Taria, et le ministre de l'Intérieur annoncer que de toute façon cette suspension et peut-être même leur retrait ne va pas entacher le processus, et de toute façon, même si au sein du CNDP les choses sont allées pas dans la volonté, dans ce qu'ils veulent, au niveau du Parlement quand même ils ont cette large majorité pour voter les lois comme ils veulent. Tantôt je disais que la majorité n'est pas la tyrannie de la majorité. C'est pas la tyrannie de la démocratie. C'est au-dessus de la démocratie, de la majorité, il y a la justice, il y a l'humanité, déjà. Donc on ne peut pas dire que parce que nous sommes nombreux, que non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, on a dit, c'est bien l'inclusion, l'intégration de la minorité. Politique y compris, politique, minorité, régionale, ethnique, ce que vous voulez, c'est ça la démocratie. Tout le monde est impliqué, tout le monde doit participer, doit être acteur. Quand maintenant, donc on veut exclure volontairement, délibérément, mais c'est grave. Quand même un pouvoir, je peux chercher à rassembler un pays et ne pas le diviser. Et c'est qui est grave dans tout ça. Si il n'y a pas de dialogue entre l'opposition et la majorité, si, comme on le voit aujourd'hui en tout cas, si demain en tout cas il n'y a pas de dialogue, ça donne un prétexte à l'armée aussi, pouvoir dire voilà, notre pays a des hommes politiques qui sont très critiques, très distants, très belliqueux, ils ne peuvent pas discuter, échanger, même si ça sera sur une table au CNDP pour échanger, il n'y a pas d'accord, la situation aussi économique est grave, tout ça. Bon, je crois qu'il faut qu'ils s'entendent. On a intérêt à que tous nous entendions, tous les civils, surtout les civils, s'entendent autour d'une table. Nous sommes quand même Nigériens, Africains. Le dialogue, la parole, c'est pour nous quand même. C'est pas difficile. Donc il faut s'entendre sur le minimum vital. Le minimum vital pour la démocratie. Je crois que s'ils le font, je crois qu'il n'y a aucune velléité quelconque qui pourrait venir bouleverser notre jeu politique. La démocratie, c'est ce qu'il y a de plus cher qu'on a. Si déjà on banalise cela, on risque de la perdre définitivement. Tout à fait. Merci bien, docteur. Docteur Soulaji, sociopolitologue enseignant à l'université de Niamey. Merci en tout cas pour cet éclairage sur cette situation née donc de la suspension de la participation des représentants de l'opposition au sein du comité ad hoc chargé de réviser quelques dispositions du code électoral à la suite d'une réunion du CNDP au début du mois d'octobre dernier. Merci en tout cas une fois encore de plus, docteur Soulaji. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.